En préparant cette conférence, en fait, je crois que j'ai compris pourquoi. C'est parce que ces deux verbes, en plus de façon totalement intransitive, comme ça, donner, comme ça, font référence au processus même de la vie, processus même du vivant. Et je pense que pour un intellectuel, la vie, le vivant est quelque chose d'un peu déstabilisant. J'y reviendrai. Et pour illustrer ce que je vous dis là, pour vous dire que ce n'est pas moi qui invente ça, je voudrais vous citer un biologiste qui s'appelle von Bertalanffy dans la théorie générale des systèmes, et qui dit ceci: tout organisme vivant est essentiellement un système ouvert. Un système ouvert. Entre l'organisme et le milieu, il y a une ouverture permanente. Il se maintient, cet organisme, il se maintient dans un flux entrant et un flux sortant continuel. Un flux permanent qui entre et qui sort. Une génération et une destruction de composants. Cet organisme ne connaît pas, tant qu'il est en vie, d'équilibre. Il ne connaît pas d'équilibre chimique et thermodynamique. Mais il est maintenu dans un état stable qui se distingue totalement de l'équilibre. Donc la stabilité d'un organisme vivant, ce n'est pas l'équilibre. C'est le processus chimique interne des cellules qui est l'essence même de ce phénomène fondamental de la vie qu'on appelle le métabolisme. Et métabolisme, si vous traduisez ça quasiment en langage ordinaire, c'est la transformation. C'est la transformation, c'est le se transformer. Ce métabolisme, il est fait donc de processus continus où il y a en permanence destruction et régénération de trois types d'éléments: de la matière, de l'énergie et de l'information. Matière, énergie, information. Et évidemment, c'est l'information qui va m'intéresser ici en particulier, parce que, comme le dit un anthropologue, Francesco Remotti, avec l'information, le système vivant n'est pas seulement ouvert, donc on l'a vu, flux permanent, n'est pas seulement ouvert, mais il est aussi culturel. Voilà. Donc ça, c'est la première pierre que je voulais poser, si vous voulez, c'est d'où vient le sentiment que j'ai eu, c'est parce que le thème de ce banquet, ça fait référence au processus même du vivant, et donc garder en tête cette question de l'information qui prend place dans ce phénomène du vivant. Deuxième remarque, c'est, je voulais vous prévenir que je ne vais pas parler de l'opposition qu'il y a en français entre le mot transformé et le mot transfiguré. Ça, c'est quelque chose, je pense, dont on pourrait parler. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'idée de transformation. C'est ça qui m'a intéressé. Et ce que je prends quand même du deuxième verbe, c'est le mot de figure. C'est le mot de figure, parce que en réfléchissant à la conférence, j'ai été amené à m'intéresser à la notion latine de figura. Et en fait, je me suis rendu compte que cette notion de figura, elle était centrale chez le poète Lucrèce, que j'ai étudié dans le livre dont parlait Michel. Et cette notion de figura m'a beaucoup intrigué, parce qu'en fait, ce que dit Lucrèce, c'est qu'en fait, le monde est fait de figures. En fait, vous savez, chez Lucrèce, donc, le monde est fait d'atomes, mais ces atomes composent des figures. Et en fait, tout ce qui nous arrive, ce sont des figures. Les mots qu'on entend, ce sont des figures de son. Les idées mêmes sont des figures, elles font figure. Les perceptions qu'on a, le goût qu'on a, ce sont des figures d'atomes. Par exemple, pourquoi est-ce que l'absinthe est amère? C'est parce qu'elle est faite avec des atomes crochus, des atomes qui vous font mal. Pourquoi est-ce que le bruit de la scie, c'est l'exemple qu'il prend, pourquoi est-ce que le bruit de la scie est dérangeant? C'est parce qu'il est fait d'atomes de son qui font mal à l'oreille.
Donc il y a toute une... Et en fait, on se rend compte que quand il nous parle des perceptions et des atomes, en fait, il nous parle de son poème. Il est en train lui-même d'être quelqu'un qui figure. Il figure son poème. Bon, alors ça m'avait beaucoup intéressé, notamment parce qu'au début du poème, il y a un passage très connu où il s'adresse à la déesse Vénus et il lui demande de l'aider, d'être son ami, sa Sophia en latin, pour écrire les vers. Alors ça m'avait beaucoup intéressé parce que je me disais, contrairement aux invocations à la muse qu'on a dans le monde grec, il y avait quelque chose que je trouvais très artisanal. Quelque chose où je sentais qu'il y avait là quelque chose vraiment de l'artisan qui demande à la divinité de l'aider à écrire, à fabriquer, quoi, à figurare. Figurare, c'est vraiment figurer, le mot qu'il emploie. Et par hasard, je suis tombé sur un fragment, non pas de Lucrèce, mais de Varron. Donc c'est juste, il n'en reste rien, c'est un ensemble de textes à la fois poétiques et prosaïques qu'on appelle les satires ménippées. Et à un moment donné, il est question d'un fabricant de vases qui demande l'aide du dieu Vulcain. Vulcain, c'est Héphaïstos, vous savez, c'est le dieu boiteux, le mari de Vénus, et il lui demande son aide pour la fabrication d'une carafe. Et en fait, le mot qui est employé pour désigner ce fabricant de vases, c'est figurator. Figurator. Ah, j'ai trouvé ce mot absolument extraordinaire. Il est tellement extraordinaire d'ailleurs que, en fait, c'est la seule fois qu'il apparaît dans le latin de cette époque. À tel point même que, comme il arrive souvent, les savants aimeraient corriger, dire non, non, il n'a pas pu dire ça. En fait, le mot est vraiment figurator. Et si j'ai pensé à un moment donné intituler cette conférence Homo figurator, l'homme comme faiseur de figures. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que le mot me rappelait trop Terminator. Alors j'ai pensé que ça, c'était pas possible. Mais j'aurais voulu quand même l'intituler comme ça parce que effectivement, je crois que et je vais y revenir tout à l'heure, mais on peut dire que l'espèce humaine peut se définir comme cette espèce qui ne cesse de créer des figures. Et cette notion de figure, elle m'a beaucoup plu parce que elle est propre, il n'y a que les Romains qui l'ont inventée. C'est parce qu'elle vient de fingo, de la fiction, du fabriqué artisanal. Si vous voulez, c'est comme le mot forme, ça ressemble, c'est quasiment interchangeable avec le mot forme, mais sans l'aspect abstrait du mot forme. Et sans aussi la dualité qui vient immédiatement de forme-contenu, de chair et d'esprit, d'intellect, et d'intellectuel et de manuel. La notion de figura, en fait, elle est à la fois abstraite et concrète. Une figure, si vous voulez, par exemple, prenez un personnage, par exemple, comme Faust, par exemple, un personnage comme Don Quichotte, c'est une figure. Ça veut dire quoi de dire que c'est une figure? Ça veut dire que c'est à la fois une histoire, des choses qu'on nous raconte, et en même temps, ça a un sens, ça a des sens pluriels. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, l'homme m'est apparu comme cet être qui crée des figures, d'abord des images, des parures, des tableaux, des sculptures, des sons, les mélodies, les rythmes, les chants sont des figures. Les histoires, je viens d'en parler avec Faust, sont des figures, mais les concepts eux-mêmes, les concepts philosophiques eux-mêmes, bien souvent, sont des figures. Ce sont souvent, en fait, derrière des métaphores. Et Nietzsche, en particulier, en a beaucoup parlé. Par exemple, prenez une notion qui paraît abstraite, même comme la notion d'esprit. Bon, esprit, ça vient de spiritus, c'est le souffle. C'est une image. On pourrait encore prendre le concept même de raison. Raison, ça encore réfère à une activité qui est celle de compter, de calculer. C'est très difficile d'échapper à la figure. Les théories scientifiques, j'y reviendrai aussi, sont très souvent au départ des figures. Quelqu'un dessine quelque chose, à la fois d'abstrait et de concret. Et ça, cet aspect figuré, cet aspect figurant de la condition humaine, c'est un des grands drames des philosophes. Depuis l'Antiquité,
de certains philosophes. Depuis l'Antiquité, beaucoup de philosophes essaient d'échapper justement à cette figuration, à cette pensée figurante, notamment parce que, évidemment, les figures, elles sont contingentes, elles dépendent des cultures, elles dépendent des individus, et si on cherche la vérité, la vérité vraie, hein, eh bien, alors c'est compliqué d'avoir recours à des figures, d'avoir recours à des concepts qui, en dernière analyse, apparaissent comme des figures. Et donc, quelle a été une des grandes quêtes des philosophes? Ça a été un langage mathématique. Voilà. Au moins le langage mathématique, la démonstration géométrique, là, on est sûr qu'on a affaire à du vrai. Je vous renvoie, mais je ne vais pas en parler maintenant, mais on pourrait en parler, donc de Platon, Spinoza, Leibniz, Wittgenstein aussi, en tout cas le premier Wittgenstein, et puis après, donc, acceptant finalement cet aspect figuré du langage avec ce qu'on appelle le second Wittgenstein. Donc voilà pourquoi cette notion de figure me paraît fondamentale. Et puis, maintenant, j'en viens à la focale de mon exposé. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la façon dont on a transformé, et dont on transforme aujourd'hui surtout, les figurations de l'humain. Voilà. Ce qui va m'intéresser ici, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on figure l'humain. Et je resserre encore davantage la focale pour rester dans les temps. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le rôle des humanités dans cette figuration de l'humain, et en particulier le jeu qui peut se nouer entre les humanités, entre la place des humanités dans cette figuration de l'humain et la démocratie, plus précisément, et la survie de la démocratie. Donc le titre, c'est transfigurer l'humain, et le sous-titre, ça pourrait être Humanité et démocratie. Humanité au pluriel, hein, les humanités et la démocratie. Alors pour commencer, je vais dire un mot sur cette question, cette notion de figuration de l'homme, de figuration de l'humain. En fait, ici, je suis tributaire du travail d'un certain nombre d'anthropologues, parmi lesquels Francesco Remotti, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'antiquisant Claude Calame, qui se sont aperçus d'une chose, c'est que dans toutes les sociétés humaines, bien toutes les sociétés humaines fabriquent un certain type d'homme, c'est-à-dire que toutes les sociétés humaines perçoivent l'homme à la naissance comme un être incomplet. Cette notion d'incomplétude, elle est essentielle à mon propos. L'homme naît incomplet et les sociétés humaines fabriquent un ensemble de dispositifs. Le premier d'entre eux, c'est l'éducation, pour faire de cet individu incomplet un individu qui sera perçu socialement comme complet. Et chaque société a une façon différente de concevoir la complétude de l'homme. Les Inuits n'ont pas la même façon de concevoir la complétude de l'homme que nous. Et quand je dis nous, je vous dirai tout à l'heure qu'il y a, à mon sens aujourd'hui, un conflit central aujourd'hui entre deux humanités possibles qui sont à l'horizon. Cette idée d'incomplétude de l'homme, l'homme étant appelé à être accompli, à être complété, c'est une notion qui apparaît dans la philosophie allemande, avec Herder, Kant. Alors, je n'insisterai pas là, mais je me suis dit, bon, c'est encore les anthropologues qui appliquent une idée de la philosophie allemande et l'universalisent, etc. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques confirment cet aspect incomplet de l'homme. Notamment, ils constatent objectivement l'extrême plasticité du cerveau humain. Le cerveau humain est extrêmement
plastique. Et je cite ici le biologiste François Jacob, qui dit « De tous les organismes, c'est l'homme qui possède le programme génétique le plus ouvert, le plus ample. Tout est possible avec un homme. Maintenant, dit-il, ce n'est plus la sélection naturelle qui joue le premier rôle dans les transformations de l'homme, donc c'est plus la sélection naturelle, l'idée de Darwin, non, c'est la culture, plus efficace, plus rapide. Donc la culture, donc, c'est toutes ces activités que les sociétés mettent en place pour compléter ce qu'elles perçoivent comme un être incomplet. Et donc il y a peut-être effectivement un substrat objectif à cette idée de l'incomplétude de l'homme qu'on rencontre dans la plupart des sociétés humaines. Et c'est en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très connu, c'est que très souvent, les sociétés auxquelles les anthropologues ont affaire définissent souvent leurs membres comme les hommes. Vous savez, donc, les vrais hommes, ce sont les hommes appartenant à cette société-là. Alors Claude Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, s'en moquait un peu en disant, vous voyez, finalement, on est tous pareils, on croit toujours que l'humanité, c'est chez nous et seulement chez nous. Bon. Eh bien, effectivement, donc c'est quelque chose qu'on rencontre, mais ça n'exclut pas que ces sociétés-là sont tout à fait ouvertes à la relativité des sociétés et savent parfaitement qu'il y a d'autres hommes. Eh bien, je dirais, pour finir cette partie, que le grand plaisir d'un historien de la culture, c'est d'observer dans l'histoire ces différentes humanités. C'est d'observer dans l'histoire tous ces possibles de l'homme. Et je raconterai simplement une histoire que j'ai lue récemment dans Jean Froissart, le chroniqueur. Il raconte que c'est donc pendant la guerre de 100 ans que ça se passe. La ville de Calais vient d'être prise par les Anglais et il y a un certain Emery de Pavie qui vient trouver les Français en leur disant « Si vous voulez, moi, je peux vous faire rentrer dans la ville et vous pouvez reprendre la ville. » Alors le chevalier français à qui il dit ça est très content, donc il prépare un coup, quoi. Simplement, le roi d'Angleterre qui est rentré à Londres, il apprend l'affaire. Froissart dit qu'il ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, il apprend la chose, donc il apprend qu'il y a un coup qui se prépare. Et là, sa réaction, de point de vue d'un moderne, est tout à fait extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il demande à cet Emery de Pavie de rentrer à Calais. Évidemment, il aurait pu évidemment le faire exécuter. Bon, donc il le retourne, si vous voulez. Il lui dit, tu continues, tu fais tout comme prévu, tu continues tout ce que tu as prévu avec les Français, sauf que aujourd'hui, eh bien, moi, je serai là avec mon fils, le prince noir, et les Français, donc, ils verront bien à qui ils auront affaire. C'est absolument incroyable. Donc, en plus, il le fait incognito, il se déguise, il ne veut pas apparaître comme le roi d'Angleterre. Donc, le jour venu, les Français attaquent. Et évidemment, ils sont reçus par une force conséquente. Et donc, il y a tout un combat, et le roi d'Angleterre est mis en difficulté à différentes reprises. Finalement, il réussit, il fait prisonnier les Français, les chevaliers français, et il est tout content, et il leur offre un repas, il les sert lui-même, parce qu'ils ont été très, très courageux, etc. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'on se dit, mais c'est une autre humanité, ça n'a rien à voir avec nous. Je veux dire, imaginez, faites une analogie, c'est comme si, bon, aujourd'hui, ce serait le président des États-Unis, il aurait vendu une chose pareille, il demanderait à quelqu'un dans un centre dans l'Arizona d'appuyer sur un bouton, d'envoyer un drone en mâchant du chewing-gum, et ce serait fini. Alors que là, donc, on a affaire à une toute autre humanité. Et je pense que c'est ça le grand plaisir d'un historien de la culture, en fait. C'est d'essayer de faire émerger ces humanités différentes. Alors j'en viens maintenant, ayant posé donc ce processus-là
de fabrication de l'humain, auquel ces anthropologues, alors je m'excuse, je dois donner le terme qu'ils emploient, parce qu'ils ont créé une notion pour ça. Ils parlent d'anthropopoiesis. Donc anthropo, l'homme, poiesis, fabrication. Vous voyez, donc fabrication, ça nous ramène à fiction, fingo, et donc à figura, à figure. L'anthropopoiesis peut se traduire par figuration de l'homme. Donc c'est ça qu'ils ont mis en évidence. Maintenant, donc, ayant posé ça, je resserre cette focale, et donc je vais introduire le thème des humanités, et le thème des humanités comme élément central de l'anthropopoiesis occidentale. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les humanités, quand on parle des humanités? D'où ça? Quel est le rapport avec cette figuration de l'humain? Donc, je vais, pour ça, faire un bref retour en arrière et parler, donc, il faut partir de la notion romaine de humanitas. Là aussi, c'est une notion qui n'est pas grecque, qui ne traduit rien en grec, comme figura. On a vraiment affaire à des notions romaines. Quand j'ai travaillé sur cette notion d'humanitas, ce qu'on lisait en général dans la littérature sur la question, c'est que l'humanitas, c'était ce qui accomplit l'essence de l'homme. L'homme serait conçu comme un être inachevé, incomplet, et puis tout d'un coup, son essence se réalise. Et donc ça, c'est tout à fait dans cet esprit de la philosophie allemande. Juste un mot, tout à l'heure je parlais de la philosophie allemande, hier soir on parlait de Sartre. Quand Sartre dit l'existence précède l'essence, ça c'est typique donc de cette tradition de la philosophie allemande. Vous commencez par être incomplet, vous existez, et puis vous allez accéder à l'être. Voilà. Ça c'est donc je ferme cette parenthèse. Alors effectivement, les Romains ont une façon tout à fait amusante de se représenter les hommes. Ils considèrent que les hommes, quand ils naissent, ce sont comme des espèces de loups. Ce sont des animaux sauvages. Et donc, cet aspect naturel de l'homme doit être civilisé. Il est civilisé au moyen de l'éducation. Cette éducation, c'est essentiellement les savoirs des Grecs, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la littérature, la philosophie, les sciences. Donc il n'y a pas de distinction disciplinaire, si vous voulez. Tout ça, sciences, lettres, arts, tout ça est philosophie, tout ça est vraiment un tout indissociable. C'est ce qu'on appelle les studia, les études d'humanitas, les studia humanitatis. Mais cet être qui va donc être formé par cette éducation, on va l'appeler un être humanus, un être humain. Ça veut dire qu'il y a des humains qui ne sont pas humains. Et ceux qui n'ont pas reçu cette éducation ne sont pas des humains. Bon. Ils peuvent le devenir, mais en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et cette notion de humanus, en fait, en latin, s'il faut la traduire en français, ce sera sociable. Parce qu'en fait, l'humanitas que vous donne l'éducation, c'est la sociabilité. La grande idée romaine, c'est que l'éducation vous rend sociable, apte à la vie en société. Et ça veut dire très concrètement, pas seulement, vous êtes fonctionnel en société, ça veut dire que vous êtes gentil, que vous êtes ouvert, que vous êtes facile, c'est un mot qui revient très souvent, facile. Que vous êtes drôle, que vous avez le sens de l'humour, ce qui est fondamental. Il y a un passage chez Pline l'Ancien où il parle du sel. À propos du sel, le condiment, mais il dit, mais c'est pas pour rien qu'on dit que l'humanitas, c'est comme le sel. Parce que c'est ce qui assaisonne la vie. Mais le sel, c'est aussi l'humour. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'essence de l'homme. On va fabriquer un être humain humanus. Mais ça n'a rien à voir avec l'essence de l'homme parce qu'il y a des moments dans la vie du Romain où vous ne pouvez pas être humanus, notamment à la guerre. Vous ne pouvez pas être humanus à la guerre. Évidemment, vous êtes gentil avec vos ennemis.
Donc il faut, à la guerre, que vous redeveniez le loup de l'origine. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les armées romaines ne peuvent pas rentrer dans la ville de Rome. Il y a l'enceinte sacrée de Rome, le Pomerium, et donc les loups ne peuvent pas rentrer dans la ville. La ville, c'est l'espace de la paix, c'est l'espace de l'humanitas, c'est l'espace du plaisir de cette humanitas, de cette sociabilité savante. Et alors donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'humanitas, parfois, il faut la perdre, parfois, vous pouvez aussi la perdre. Par exemple, si on vous envoie en exil, vous n'avez plus personne avec qui parler, eh bien, vous sombrez dans un état qui est l'état d'un mort-vivant. C'est pas moi qui invente, c'est dans les lettres de Cicéron, il dit ça, je suis un mort-vivant, je n'ai plus rien, parce que j'ai perdu justement ce lien social, la vie en société. Alors, nos humanités, elles viennent de là, et en même temps, elles vont perdre beaucoup de tout ça. Elles viennent de là via la Renaissance. Mais à la Renaissance, il y a un premier changement par rapport aux humanités romaines, c'est qu'il va y avoir une disjonction des lettres et des sciences, déjà. Elle va s'aggraver plus tard, mais déjà, on observe la naissance de ce que Charles Percy Snow, dans un texte très célèbre qui s'appelle « Les deux cultures », oui, à ce que Charles Percy Snow appelle les deux cultures, la culture littéraire et la culture scientifique. Alors, il raconte ceci, il dit, j'ai régulièrement, regardez à quel point c'est actuel, c'est un texte des années 60, mais c'est toujours d'actualité. J'ai régulièrement été présenté à des personnes qui sont considérées comme des personnes très éduquées, très cultivées. Elles ont souvent exprimé, avec grande vivacité, leur étonnement du manque de culture des scientifiques. Quelquefois, on m'a interpellé et j'ai répliqué en demandant aux invités combien parmi eux pouvaient expliquer le deuxième principe de la thermodynamique. On m'a répondu froidement, car personne ne connaissait la réponse. Pourtant, je n'avais demandé que l'équivalent scientifique de « Avez-vous déjà lu une œuvre de Shakespeare ?» Je pense maintenant que si j'avais posé une question plus simple, disons, qu'est-ce que la masse ou l'accélération, qui est l'équivalent scientifique de « savez-vous lire ?» moins d'une personne sur 10, parmi les gens très éduqués, aurait compris que je parlais la même langue. Le grand édifice de la physique moderne est donc ignoré, et la majorité des gens les plus intelligents de l'Occident sont pareils à leurs ancêtres du néolithique, à cause de leur connaissance sommaire. Voilà. Donc ça, je crois que ces deux cultures, eh bien, elles commencent vraiment à la Renaissance, parce que dans l'Antiquité, on n'a pas ces deux cultures-là. Je fais un nouveau saut, et j'arrive à l'époque des Lumières. Alors là, il y a une chose très importante qu'il faut dire, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on dit très souvent que les humanités sont en crise, l'enseignement du latin est en crise, etc., etc. Mais en fait, ça date des Lumières. Ces Lumières qu'on aime tant, ces gens qu'on aime tant, Diderot, en fait, ce sont des gens qui considèrent que tout ça ne sert strictement à rien. Et que c'est bien, mais pour une toute petite... non, j'exagère. Ce que je veux simplement dire, c'est que ces gens considèrent que ça ne concerne pas toute une population. Les humanités concernent une élite. Il est normal qu'une élite soit éduquée, mais ici, quand nous parlons de l'enseignement des humanités, on en parle vraiment, c'est pour tout le monde. Et alors, pour les Lumières, cette présence des humanités dans l'enseignement universel, non seulement ne va pas de soi, mais est à déconseiller. Alors, on trouve ça chez Diderot, on trouve ça chez Condorcet, dans ses mémoires sur l'instruction publique. Et donc, en fait, cette idée que ça ne sert à rien et qu'on a besoin d'éduquer des gens
qui servent à quelque chose. Donc là, je commence à m'approcher de cette question de l'anthropopoïésis de l'Occident. Est-ce que les humanités servent à faire des hommes modernes? Eh bien, la réponse de Lumière est non. Les humanités ne doivent pas servir à l'anthropopoïésis occidentale. Et je voudrais vous citer, pour vous dire à quel point ça remonte loin, un grand patron du Nord du 19e siècle qui dit ceci, et pourtant c'était quelqu'un qui avait le plus grand respect pour les enseignants de latin, etc. Mais il dit, je répète, donc c'est un grand patron du Nord, hein, je répète, donc fin 19e, je répète chaque jour à mes enfants que je les ai mis au collège pour leur permettre de goûter les plaisirs de l'intelligence, goûter les plaisirs de l'intelligence, pour les mettre en garde contre toutes les fausses doctrines, soit en littérature, soit en philosophie, soit en histoire. Bon, il faut avoir un peu de culture pour se défendre des fausses doctrines. Mais j'ajoute qu'il y aurait pour eux grand danger à trop s'adonner au plaisir de l'esprit. À trop s'adonner au plaisir de l'esprit. Ce qui est extraordinaire dans ce texte de ce grand patron, c'est que en fait, on a exactement le même discours à l'époque de Platon. Je pense par exemple au personnage de Calliclès dans le Gorgias ou au personnage de Anytos dans le Ménon, à la fin du Ménon, qui est un moment dramatique, vraiment, où la mort de Socrate se profile nettement à l'horizon avec ce talent d'écrivain de Platon. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les plaisirs de l'esprit, qui sont les plaisirs de l'humanité, les plaisirs des humanités, doivent avoir une place extrêmement restreinte dans l'anthropopoïésis. Donc c'est donc pas les Lumières, si vous voulez, qui... Bon, cet homme, ce grand patron, s'inscrit tout à fait dans l'esprit des Lumières. Donc ce n'est pas les Lumières qui ont finalement inscrit les humanités au programme de l'enseignement, tel qu'on les a et qu'on les connaît encore un tout petit peu, mais en fait c'est l'Allemagne, c'est cette grande philosophie allemande de la fin du XVIIIe, début XIXe, qui, via l'université, a mis vraiment au centre les humanités, l'étude des langues, l'étude du grec, l'étude du latin. Et donc, elle a mis cette Allemagne des alentours de 1800, elle a mis les humanités au centre de l'anthropopoïésis européenne, occidentale, moderne. Et c'est ici qu'on la trouve aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, nous sommes, me semble-t-il, au croisement des chemins. Nous sommes au croisement des chemins entre deux humanités possibles. Et je voudrais, pour introduire cette partie, citer une phrase de Margaret Thatcher que j'ai découverte récemment dans un livre qu'elle avait donné dans un journal. C'est une phrase vraiment très intéressante. Elle dit, donc elle décrit ce qu'elle est en train de faire, et elle dit « l'économie est la méthode, mais l'objet est de transformer l'âme. » The object is to change the soul. Donc, on est en plein dans ce sujet de la transformation de l'humain. Elle n'est pas juste en train de dire qu'elle prône une meilleure gestion de l'économie. Elle est bien en train de théoriser un changement d'humanité. Alors, ces deux humanités possibles, ces deux mondes possibles, je les définirais comme suit, de façon délibérément impressionniste. Je parlais tout à l'heure de ce drame des philosophes qui est le figuré. Nous avons affaire à des impressions, à des images, à des métaphores, à des intuitions. Donc, je le décris délibérément de façon impressionniste. Je dirais que d'un côté, il y a la poursuite possible du long, laborieux, heurté, tourmenté et chaotique processus d'émancipation. Un processus d'émancipation, processus démocratique,
consistant à former des citoyens conscients, solidaires et soucieux de la dignité humaine. Bon, c'est un processus, donc, avec tous les chaos que vous voulez, mais c'est un processus qui est en cours depuis plusieurs siècles, mais qui est actuellement en recul. De l'autre, il y a la mise en place possible d'une société dont le paradigme, dont l'humain complet, dont l'homme complet, le modèle d'homme complet, ce n'est plus le sujet, ce n'est plus le citoyen, ou les deux, citoyen et sujet, mais je dirais, je propose ça, ce serait l'agent, c'est-à-dire l'exécutant fonctionnel. Cet exécutant fonctionnel, il a différentes caractéristiques qu'on attend de lui, qu'il a au départ ou qu'on attend de lui. Et alors je les ai notés comme ça au fil du temps. Il doit être efficace, polyvalent, flexible, obéissant, apeuré aussi. Apeuré pour son emploi, apeuré pour sa vie, centré sur lui-même et hybridé avec des machines. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui commence aujourd'hui. Avec, on voit déjà de cela la trace autour de nous de gens connectés en permanence avec des smartphones, etc. Et qui vivent de cette façon dans des sortes de bulles. Et à ce propos, une image m'a énormément frappé en préparant la conférence, d'une humanité possible, et cette image avait beaucoup circulé. Alors, je vais la montrer. Donc ce sont des gens avec des casques virtuels, et donc c'est Mark Zuckerberg qui fait donc une présentation, et il est le seul être, j'allais dire le seul être vivant, au milieu d'une assemblée de gens qui ont la tête vissée dans une réalité virtuelle. Et évidemment, cet être-là n'est pas un être humanus au sens romain du terme. Un des grands signes caractéristiques de l'homme humanus et de l'humanitas à Rome, c'est dans Cicéron, c'est l'acte de donner son chemin à quelqu'un dans la rue. Ça, c'est typique de l'acte d'humanitas. Le plaisir de demander son chemin dans la rue et le plaisir de renseigner quelqu'un sur son chemin. Voyez, bien aujourd'hui, c'est un plaisir qui est mis en difficulté parce que très souvent, dans les rues, les gens, alors on n'ose pas les déranger. Bon, et donc cet être-là, hybridé avec les machines, c'est un être qui pose le problème réellement d'une autre humanité possible. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la plasticité du cerveau. Eh bien, on a fait une expérience avec des chauffeurs de taxi anglais et français qui venaient de commencer leur métier. Aux uns, on leur a donné un GPS et aux autres, non. Les Anglais ont le GPS, les Français pas. Et on s'est rendu compte au bout d'un an que les Anglais avaient perdu une grande partie de leur fonction cérébrale visant à l'orientation, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Ce n'est pas seulement l'espace qui est en cause, mais le temps. Et donc, à l'horizon de cela, c'est bon de transformer les êtres humains en des espèces de robots. Bon, vous savez, quand on parle de l'intelligence artificielle, on dit très souvent, mais quand est-ce que les robots vont devenir des humains? Il faut faire attention, etc. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que les humains deviennent des robots. C'est ça qui m'inquiète le plus.
Et on voit aujourd'hui, mais très concrètement, des hommes qui meurent d'être considérés comme des machines. Récemment, le 17 avril, se sont tenues des élections en Indonésie. Alors, on a voulu tout faire ensemble pour aller plus vite, plus efficace. Donc, on a mis ensemble les élections présidentielles, les élections législatives, pour les parlements, aussi bien le Parlement national que les parlements régionaux. Et c'était les mêmes agents qui devaient tout gérer. Il y a eu 270 morts. 270 personnes en Indonésie sont mortes suite aux élections du 17 avril. Ça, c'est dans The Economist. Donc, je ne suis pas en train de citer un journal gauchiste. Et récemment encore, je suis au Portugal cet été, et dans le journal, je vois que les enseignants, le syndicat des enseignants portugais demande qu'une enquête soit faite suite à la mort soudaine, brutale, de 3 enseignants du secondaire qui meurent pour voir, parce que c'est quand même étonnant, des gens qui meurent comme ça, devant leur ordinateur, en train de faire cours, et parce qu'il y a des gros problèmes de burn-out dans l'enseignement au Portugal, mais bon, pas seulement. Mais voilà, je veux dire qu'il s'agit de choses graves qui concernent vraiment une autre... il s'agit de pousser les limites de l'humain vers quelque chose qui n'est plus l'humain, mais qui est la machine. Donc, dans cette société qui se met en place, donc cette autre humanité possible, il est très intéressant de voir quel sort est fait à ceux qui ne sont pas fonctionnels, à ceux qui ne correspondent pas. Et en fait, quand on fait la liste comme ça, au fil du temps, on se rend compte que ça concerne à peu près tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est toute l'humanité qui est concernée. Il y a, je commence, mais ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais parmi les gens qui ne sont pas fonctionnels, il y a les vieux. Les vieux, la vieillesse aujourd'hui est considérée par un instrument qui fait référence vraiment, qui est le DSM, qui est le manuel de psychiatrie mondiale, qui définit la vieillesse comme un trouble cognitif mineur. Déjà, et bon, il est inutile de dire que vous avez d'autres sociétés où les vieux sont considérés comme des sages, des gens de trésors d'expérience. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Je cite une enquête réalisée en Belgique. Eh bien, on pose la question aux gens, est-ce que vous pensez qu'au-delà de 85 ans, la sécurité sociale devrait rembourser les opérations lourdes? Au-delà de 85 ans. Et 40% des interrogés répondent non. 40% des Belges interrogés répondent non. Au-delà de 85 ans, si vous voulez avoir une opération lourde, vous vous débrouillez parce que... Voilà. Donc ça, c'est les vieux. Après, il y a autre catégorie qui va poser problème dans cette nouvelle humanité possible, ce sont les enfants. Les enfants, ça pose problème parce que ça ne fait pas toujours ce qu'on leur dit, et en plus, ça bouge tout le temps. Et ça, Platon le savait déjà. Vous lisez les lois de Platon, ça, les enfants, ça saute, ça bouge. Et donc, l'idée de Platon, c'est de faire danser les enfants. Il faut faire danser les enfants avec de la musique. Et comme ça, dit Platon, on va leur façonner l'âme. Encore se fabriquer. On va leur façonner l'âme. Bon, ça bouge. Mais aujourd'hui, alors, on leur donne de la Ritaline. Donc, c'est un médicament. Et en fait, les gens s'inquiètent aujourd'hui, mais même au niveau de l'État, parce qu'on en prescrit de plus en plus, et on appelle ça couramment la drogue de l'obéissance. Voilà. De même, donc les enfants bougent, les enfants ne font pas toujours tout comme il faut. Donc, je connais autour de moi quelqu'un qui, parce qu'à 3 ans, il n'allait pas encore au pot, donc ses parents sont inquiétés, on est voir un pédiatre qui l'a déclaré autiste. Voilà. Et ça, c'est un phénomène parfaitement connu, c'est que l'explosion du diagnostic de l'autisme
est en fait lié au fait que bon, si vous n'êtes pas fonctionnel très tôt, vous êtes autiste, avec évidemment des dépenses, parce que c'est l'irrationnel de cette humanité qui apparaît ici. Parce qu'on dépense des fortunes après pour accompagner ces enfants qui vont très bien. Et bon, autres personnes qui ne sont pas fonctionnelles, c'est les gens qui sont dans le deuil. Alors, d'après le DSM, au-delà de 2 semaines de tristesse, eh bien, vous devez prendre des médicaments. C'est considéré comme, le deuil est considéré comme pathologique. Un autre cas d'être humain qui pose problème, c'est les gens qui ont des moments de tristesse. Alors ici, Aristote savait parfaitement que parfois on est triste, parfois on est content, on ne sait pas pourquoi. Mais alors ça, c'est pas possible d'être triste. Donc si vous êtes triste, comme ça, vous savez pas, vous êtes bipolaire. Ça, c'est une autre invention donc de ce monde nouveau possible, c'est la bipolarité. Autre personne qui pose problème, ce sont les migrants. Les migrants posent problème. Et là, je citerai simplement un fait, parce que je ne sais pas s'il a été suffisamment relevé en France, mais il a eu lieu en Italie, dans le Grand Canal à Venise, en début 2017, où un migrant s'est noyé dans le Grand Canal devant une centaine de personnes, mais qui ont filmé et qui se sont, pour certaines, moquées de lui. Personne n'a appelé les secours. Ça, c'est dans la Repubblica, hein, donc pareil. Et cet homme-là n'est plus un homme. Alors que dans l'Humanitas romaine, là aussi, c'est un des actes clés de l'Humanitas, c'est de porter secours à la personne en danger. Il y a ensuite les étrangers, plus généralement. Il y a les fous. Les fous ne sont pas fonctionnels. On ne les écoute plus, pas plus qu'on écoute les délinquants. Dans le documentaire Un monde sans fous, la présidente du syndicat de la magistrature dit on juge des actes, on ne juge pas des gens, on ne juge pas des personnes. Donc on juge des actes, on juge des agents. Donc vous voyez, on juge des agents. Et souvent, en fait, on se rend compte que ces agents sont des hommes, souvent des hommes qui ont des déséquilibres. Et on envoie donc en prison des gens qui relèveraient plutôt de l'assistance psychique. Les malades ne sont pas fonctionnels, évidemment. Mais même les gens en bonne santé, parce que les fonctions organiques elles-mêmes peuvent gripper la machine. Je cite ici un article de Libération où, aux États-Unis, on s'est rendu compte que la majorité des 250 000 ouvriers qui travaillent dans le secteur de la volaille doivent travailler avec des couches parce que leurs pauses ne sont pas suffisantes et donc beaucoup d'entre eux travaillent avec des couches. Ça, encore une fois, c'est Libération. Ensuite, je vais maintenant élargir la chose. Le citoyen lui-même pose problème. Un citoyen, c'est-à-dire un citoyen engagé, là c'est un pléonasme, mais le citoyen est une négativité, si vous voulez, dans le système. Ça grippe le système. Mais les humanités sont une négativité. Lire un poème, vous n'êtes pas fonctionnel quand vous lisez un poème. La mort même est une négativité. Et donc vous savez très bien qu'à l'horizon de cette société, c'est un des grands axes du transhumanisme, il y a la disparition de la mort. Faire disparaître la mort. Et je voudrais citer ici un scientifique qui se compare lui-même à Frankenstein, d'ailleurs. Il dit « Les humains », ça c'est une phrase extraordinaire, « les humains sont une expérience ratée, des créatures ratées ». Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est une anthropopoiesis, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ce qui est nouveau en soi, c'est de voir apparaître ce type d'humanité qui coexiste à nos côtés. Et enfin, la démocratie elle-même est une négativité. La démocratie empêche de prendre des décisions
rapide, de prendre des décisions considérées comme justes. Et au fond, vous savez, aujourd'hui, on parle énormément, et à juste titre, du danger que représentent des personnages comme Orban, Bolsonaro, Trump, etc. Mais ce qui m'inquiète, en un sens, davantage, ce sont plutôt, par exemple, des gens comme le Canadien Justin Trudeau, par exemple, ou Barack Obama. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. En 2013, quand on a demandé à Justin Trudeau quel était le pays qu'il admirait le plus, il a répondu la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que leur dictature de base, leur basic dictatorship, leur permet de faire tourner l'économie comme ça. Voilà. Ça a été évidemment un scandale, il s'est excusé, notamment auprès des exilés chinois vivant au Canada. Mais ça m'a énormément frappé parce que j'avais une image, bien sûr, magnifique, un personnage séduisant, de même pour Obama. Et j'ai été extrêmement frappé par plusieurs choses, mais une en particulier, qui a été mise en relief récemment par le New York Times. C'est qu'on a énormément parlé, à juste titre, du scandale causé par les enfants mis dans des cages par les États-Unis qui passaient la frontière. Mais en réalité, certaines de ces photos dataient de l'époque d'Obama. Simplement, à l'époque d'Obama, comme c'était Obama, je me plaide le premier coupable. Je veux dire, il est tellement séduisant et brillant et sympathique. Eh bien, ça date, voilà, c'est le New York Times qui en parlait et d'ailleurs faisait un peu amende honorable, disant peut-être on aurait dû en parler à l'époque. Et donc, ce qui me fait davantage peur, c'est, enfin, autant peur en tout cas, mais sinon plus parce que les gens comme Orban ou Trump, on est là, vent debout, on a les antennes, mais ces gens que Alain Deneau, le chercheur canadien, qualifie de extrême centre, extrême gauche, extrême droite, extrême centre, c'est-à-dire, voilà, ça c'est l'extrême centre, si vous voulez. Et cet extrême centre-là, il peut se passer de la démocratie. C'est ça le sens de la phrase de Justin Trudeau. Au fond, à la limite, ça pourrait tourner comme ça. Et alors, pour terminer, évidemment, ce que je voudrais proposer, c'est un programme absolument utopique, mais je crois simplement qu'on est condamné à l'utopie. C'est-à-dire que, ou bien on reste là, on fait ce qu'on peut, mais je crois qu'on est condamné à l'utopie. Je parle ne serait-ce que pour la catastrophe environnementale qui nous menace. De toute façon, à un moment donné, on ne pourra pas se contenter de trier les déchets, il faudra aller plus loin. Donc, dans ce cas-là aussi, si on veut sauver la démocratie, on est condamné à proposer un programme utopique, mais qui n'est pas impossible, pour peu qu'il soit soutenu par une majorité de citoyens autour d'un programme politique. Donc, cette utopie, ce serait, ici en tout cas, ma contribution à cette utopie, ce serait donc de voir comment les humanités peuvent être mises au service de la démocratie. Et je commencerai par formuler 3 principes. Le premier, peut-être le plus important, c'est que les humanités ne sont pas en soi démocratiques. Les humanités peuvent servir à n'importe quel régime. C'est pour ça que je ne parle pas d'humanisme. C'est-à-dire l'idée que les humanités seraient en soi des valeurs et que tout ça peut se combiner avec n'importe quel régime. D'accord? Donc, les humanités donc, ne sont pas en soi démocratiques. On peut les mettre au service de la démocratie. Et ensuite, le programme que je formulerai, donc, premièrement, il s'agirait de sortir de ces 2 cultures dont je parlais, hein, entre les lettres et les sciences. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation écologique actuelle, c'est justement cette méconnaissance
de l'aspect scientifique des choses, de ce qu'est le changement climatique, de ce qu'est la nature, de ce qu'est l'environnement. Et là, je plaide aussi le premier coupable. Je veux dire, j'ai une conscience, pris conscience très tardivement de ces problèmes-là, ces problèmes de l'écologie. Justement que cette bipartition, lettres et sciences, qui se conjugue aussi à la bipartition du corps et de l'esprit aussi. Mais justement, c'est mon deuxième principe, c'est sortir de cette bipartition esprit, âme, corps, matière. Je veux dire que ces humanités doivent faire place à l'éducation physique, à l'éducation écologique et aussi au secourisme. Je pense que j'ai fait un stage de secourisme et maintenant j'ai tout oublié. Mais je pense qu'il faudrait que dans les écoles, il y ait... parce que ça crée une conscience différente une fois qu'on a fait ce stage. Et troisième principe, c'est une éducation civique forte. Une éducation civique forte. Ce que j'entends par là, j'ai eu évidemment les cours d'éducation civique, mais au fond, on me disait que tout allait bien finalement dans un État comme le mien. La République fonctionne bien. Je pense qu'un État démocratique digne de ce nom doit être prêt à armer ses citoyens contre les dérives inhérentes à tout État. Pas seulement aux États dictatoriaux, mais même un État de droit est susceptible de dérives. Donc je pense que l'éducation civique forte doit enseigner, par exemple, la désobéissance civile. Une éducation civique forte doit apprendre à lire les journaux. Une éducation civique forte doit apprendre aussi les fautes passées de l'État, les erreurs judiciaires, pour faire des citoyens conscients de ce que peut un État. Et je pense que, loin d'affaiblir, cela ne ferait que renforcer l'État, tout simplement, l'État démocratique. Ces trois principes-là devraient, me semble-t-il, s'exercer sur trois terrains. Le premier terrain, c'est le terrain de la langue. Et j'ai été très frappé lors d'un dîner dans une famille, je voyais les enfants, ils étaient, pour que justement les enfants qu'ils se tiennent tranquilles, donc on les avait mis devant des vidéos. Ils ont passé tout le dîner comme ça. Et à un moment donné, un enfant, le plus âgé, qui a 7 ans, a dit « Ah, il s'est passé une chose incroyable à l'école aujourd'hui. » Alors on lui a demandé de raconter. Et en fait, ce qui était absolument bouleversant, c'est qu'en fait, il n'avait pas les mots. Il ne savait pas raconter ce qui s'était passé. C'était bouleversant. Il a 7 ans. À 7 ans, il ne sait pas raconter ce qui s'est passé à l'école. Et j'ai pensé à ce moment-là que, parce qu'on voit constamment dans les restaurants des enfants que les parents mettent devant leurs écrans, j'ai pensé que faire ça, c'est une forme de maltraitance. Ce n'est pas une maltraitance physique, c'est une maltraitance psychique. Parce qu'en faisant ça, en privant votre enfant de la parole, de l'échange qui est essentiel, vous le maltraitez, vous le mettez en danger. Et je pense qu'ici, de même qu'il y a des lois pour interdire les fessées, par exemple, je crois qu'elle n'a pas été votée en France, mais enfin, il y a des lois, si, bon. Eh bien, il devrait y avoir des lois pour limiter, pour voire interdire le fait de mettre ses enfants systématiquement devant des écrans. Alors, bon, évidemment, c'est d'abord pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qui ne va pas, pouvoir dire aussi ce qu'on n'accepte pas. Mais moi-même, qui suis un intellectuel, etc., il m'arrive tant de fois d'être confronté à des situations qui me mettent très mal à l'aise, sans comprendre exactement pourquoi. C'est très difficile parfois de sentir qu'il y a une violence en jeu et comment la saisir, comment l'appréhender. Deuxièmement, l'apprentissage de la langue, ça devrait être aussi, je pense que c'est ce qui manque vraiment le plus aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la relativité des opinions, de la relativité des sens. La relativité des sens. Le fait que plusieurs interprétations sont possibles. Je pense que nous sommes souvent prisonniers d'un schéma dogmatique, qui nous vient là aussi, je pourrais y revenir, mais qui nous vient d'une longue tradition théologico-philosophique. Il faut être dans la vérité. Si quelqu'un n'est pas dans la vérité, d'où le fait que tant de dîners en famille se finissent mal, parce qu'on n'accepte pas cette relativité
des opinions et qu'on peut partager un terrain commun, même si on est aux antipodes l'un de l'autre. Deuxième terrain sur lequel s'exercerait ce programme, c'est l'histoire. Et l'histoire au sens d'abord d'enquête. Vous savez, parfois, dans les comptes rendus de mes livres, une chose revient toujours. Que les comptes rendus soient positifs ou négatifs, tout le monde est frappé par quelque chose qui, moi, me semble naturel, c'est l'érudition. Tout le monde parle de l'érudition. Et pourquoi ça me paraît naturel? Parce que pour moi, l'érudition, c'est comme un reportage. Je suis comme un reporter. Je vais sur une terre étrangère, qui est le passé. Je fais comme un reporter. Je dois me renseigner, interroger des gens, et le maximum de gens. En plus, j'en ai pas beaucoup à ma disposition, des sources. Donc, je dois lire le plus possible. Donc, ça, si vous voulez, cette enquête, cet esprit de l'enquête, ça devrait être le deuxième terrain. Et ce terrain-là, celui de l'enquête, nous fait apparaître une chose, c'est que rien n'est naturel. Plus vous apprenez de l'histoire, plus vous vous renseignez sur le monde. C'est pour ça que je ne fais pas de distinction entre lire le journal ou lire des livres anciens. Il n'y a pas de distinction pour moi entre érudition et reportage, entre érudition et journalisme. Eh bien, plus vous faites ça, plus vous comprenez que rien dans le monde des hommes n'est naturel. Tout est figuration et transfiguration. Tout est forme et transformation. Ce terrain de l'enquête, permet aussi d'aiguiser la conscience du vrai. Vous savez que il y a cette horloge atomique, vous savez, que les scientifiques tiennent depuis le début de la guerre froide. Et elle n'a jamais été aussi près de minuit que depuis 1953. Et les scientifiques interrogés disent que ce n'est pas seulement à cause du risque de guerre nucléaire ou du changement climatique que nous mettons si près l'aiguille vers la fin du monde, mais c'est aussi à cause des fake news. Et ce terrain-là, celui de l'histoire, celui de l'enquête, c'est celui qui permet justement de créer des citoyens critiques, capables d'être vigilants face aux fake news. Et enfin, le dernier terrain, peut-être à mon sens le plus important que la langue, plus important que l'histoire, c'est le jeu. Ça peut paraître étonnant, mais ici, je suis tributaire du psychanalyste Donald Winnicott, qui explique qu'en fait, alors il s'est intéressé à l'enfant qui apprend à se défaire de sa mère. Le moment où l'enfant doit comprendre que en fait, sa mère, c'est pas lui. Lui et sa mère, c'est pas la même personne. Donc, il doit se déprendre d'elle. C'est terrible. Ça, c'est la réalité. Donc, face à cette réalité, il va développer un attachement à ce que Winnicott appelle l'objet transitionnel. Donc, le doudou, si vous voulez. Le doudou va lui permettre d'acclimater la réalité. Donc, entre le monde du rêve et le monde de la réalité, il y a cet espace transitionnel. Et ce qui est extraordinaire chez Winnicott, c'est qu'il a cette phrase incroyable. Il dit qu'en fait, toute la vie de la culture se passe là, dans cet espace transitionnel. La religion, la littérature, la politique, l'art, ça se passe dans cet espace de l'imagination. Et ça correspond tout à fait à ce que disent la plupart des grands scientifiques. C'est qu'en réalité, l'esprit scientifique est un esprit profondément imaginatif, profondément créatif. Et donc finalement, on se rend compte que c'est ça en fait qui est le plus menacé aujourd'hui. C'est cet espace laissé à la créativité libre et qui en fait fonde tout. Vous savez, les philosophes ont des querelles homériques pour fonder métaphysiquement la démocratie. Pour dire, au fond, c'était le débat qu'on entendait hier, Sartre, Béni-Lévy.
c'est quoi le fondement métaphysique de notre combat? Et en fait, il y a des philosophes qui disent qu'il n'y en a pas. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que face aux adversaires de la démocratie, on ne peut pas faire une démonstration qui prouve qu'on a raison du point de vue ontologique, du point de vue de la vérité. En fait, ce sont des choix. Simplement, voilà, on choisit ceci, on choisit cela. Et simplement, privilégier cette créativité de l'individu fera qu'on crée des individus qui, forcément, privilégieront la démocratie, puisque la démocratie sera l'espace qui permettra l'épanouissement de leur subjectivité. Donc, vous voyez, on ne sort pas de la figure, puisque laisser libre cours à l'imagination, c'est laisser libre cours aux figures et donc à la transformation. Je vous remercie.